Mesdames et messieurs, on va poursuivre donc nos séquences sur l'atelier PMO. Donc après l'Irak, on ne va pas aller très très loin, on va aller en Iran. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de monsieur Clément Terme, donc docteur en sociologie et en histoire internationale, chargé également d'enseignement à Sciences Po Paris. Et donc on est ensemble aujourd'hui pour parler d'Iran. Donc bien sûr l'Iran fait très probablement partie de la liste des sujets qui sont toujours dignes d'un intérêt inépuisable. Et pour énormément de raisons. Deuxième économie du Golfe après l'Arabie Saoudite, un pays qui compte 83 millions d'habitants, doté des 4e réserves mondiales prouvées de pétrole et de premières réserves prouvées de gaz. C'est un pays qui intéresse toujours. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse d'autant plus, et ce autour de quoi nous allons discuter avec Clément, c'est les perspectives du pays suite aux élections présidentielles qui ont donc mené au pouvoir Ebrahim Raïssi, qui a pris ses fonctions officiellement le 3 août 2021. Donc sans plus attendre, Clément, je vais t'adresser une première question. Où en sommes-nous dans la relation franco-iranienne depuis 2015 ? Alors merci Lana d'abord pour ton invitation. Merci d'avoir intégré l'Iran également dans un panel sur les entreprises et les perspectives d'investissement. Donc oui, la relation franco-iranienne a connu des hauts et des bas depuis la Révolution. Effectivement, avant la Révolution de 79, c'était le premier partenaire de la France. Donc le premier marché à l'export au Moyen-Orient était l'Iran du Shah. Premier marché aussi pour le nucléaire civil. La France avait un projet de construction de 10 réacteurs nucléaires et c'était un marché qu'on ne pouvait pas critiquer. C'est-à-dire que, par exemple, si au Quai d'Orsay on voulait parler des droits de l'homme ou même témoigner au début de la Révolution des mouvements populaires à l'intérieur de l'Iran, on était interdit, le télégramme était bloqué et on disait il faut préserver le taux de la COFACE, il faut préserver les investissements français en Iran. Donc c'était un sujet, le commerce était la priorité dans la relation franco-iranienne et le deuxième marché était l'Irak. Après la Révolution, c'est un renversement total de situation, c'est une rupture des relations, c'est l'Iran qui dénonce les grands contrats et une première période donc de la guerre Iran-Irak où c'est la rupture complète des relations diplomatiques avec des tensions très fortes, la France étant l'allié de Saddam Hussein et on est encore sur cet héritage-là, c'est pour ça que j'en parle. La France est perçue comme ayant combattu aux côtés de Saddam Hussein dans la guerre Iran-Irak. Donc c'est un traumatisme dans le système, l'appareil de sécurité iranien. Après 1991, il y a la prise de conscience à Paris qu'on a été trop loin avec le régime de Saddam Hussein et la décision de rééquilibrer les relations en se rapprochant de l'Iran. Et l'économie, le commerce est le principal élément du rapprochement. Et on atteint des échanges commerciaux quand même à 4-5 milliards dans la relation bilatérale au début des années 2000, avant les sanctions qui commencent en 2005, 2006, 2007. Et les pressions américaines qui s'accroissent pendant cette période. Et donc ça, c'est une deuxième période de rapprochement économique. Et une troisième période avec des hauts et des bas. Donc depuis 2005, 2006, 2007, cette période où il y a une rupture. Alors la rupture n'est pas venue vraiment du côté iranien, elle est venue du côté français, avec un changement de politique, avec une priorité qui est plus donnée à l'aspect mercantiliste de la diplomatie française, mais à l'aspect sécuritaire et de la prolifération. Donc l'Iran devient une question nucléaire pour les Français. Et à partir de ce moment-là, jusqu'en 2013-2014, où les premières délégations du MEDEF se rendent en Iran, la France essaye elle-même de freiner la relation économique avec l'Iran, ce qui est assez particulier, qui n'est pas habituel par rapport à ce qu'on trouve dans les autres échanges commerciaux. À partir du moment où il y a l'ouverture voulue par le président Obama, donc la France subit le changement de politique américain, on a ce rush, cet enthousiasme vis-à-vis du marché iranien qui va durer jusqu'en 2016-2017, puisque l'accord sur le nucléaire est mis en œuvre en janvier 2016. Et c'est un rush qui n'est pas tout à fait rationnel parce que à ce moment-là, le facteur américain reste prédominant et le changement politique à Washington est quand même l'élément majeur qui explique l'ouverture ou la fermeture du marché iranien. Donc il y a un rush qui est basé sur la nouveauté, je pense, une forme de naïveté aussi. Et ça se termine en 2018 par le retrait américain et les entreprises. J'étais présent à la dernière réunion du MEDEF après le retrait américain, subissent en fait les conséquences des lois extraterritoriales américaines. Et depuis lors, on est dans une situation où la France a une priorité avec l'Iran qui n'est pas commerciale, c'est la question nucléaire. Donc ça, c'est au niveau de l'agenda dans la relation
c'est la question principale, parce que ça permet à la France de jouer un rôle mondial, de se poser en position de médiateur. Donc c'est un dossier qui est utilisé par le Quai d'Orsay et par l'Élysée surtout, pour donner une stature internationale au président français. Et côté iranien, c'est un moyen de parler aux États-Unis. Donc comme dans l'idéologie de la République islamique, ce tabou des négociations avec les États-Unis est revenu, le président Macron est un moyen de parler à l'administration Biden. Donc il y a une utilisation cynique des deux côtés, mais sans vraiment déboucher, sans aspect constructif, si vous voulez. Le seul élément positif, je dirais, c'est le Liban, puisque c'est la discussion téléphonique entre le président Raïssi et le président Macron au début du mois d'août qui a quand même permis, en tout cas facilité, c'est ce que disent les sources libanaises, la constitution d'un gouvernement libanais. Donc ça, c'est l'élément important pour la France. Et donc c'est aussi pour la France un moyen de se distinguer des États-Unis. Donc on est dans une logique qui n'est pas seulement bilatérale. On a une dimension internationale. Et enfin, on a une dimension régionale, puisque la France aussi relaie le discours de ses alliés, notamment Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, par rapport au dossier iranien. Donc c'est un moyen pour la France de renforcer les relations avec ses partenaires dans la région également. On a vu par exemple l'interview de M. Le Drian avec Al Arabiya, où il va dire que le programme balistique est une question essentielle qui doit être négociée au niveau international. Donc on a un dossier éminemment politique. Et enfin, la dernière dimension la plus dramatique et la plus risquée pour ceux qui souhaiteraient se rendre en Iran, c'est la dimension des otages. Donc le risque d'être pris dans un échange diplomatique, puisque la France applique les lois extraterritoriales américaines. Il y a aussi la question des opérations de l'appareil de sécurité iranien sur le territoire européen. Donc le risque pour un citoyen français ou un binational d'être échangé, d'être pris dans une escalade sécuritaire entre les deux appareils de sécurité. Merci Clément. Deuxième question, tu l'as évoqué, l'accord nucléaire iranien. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux aujourd'hui de la situation et qu'est-ce qu'on peut potentiellement espérer? Alors même dans le scénario positif où un accord serait signé, je pense qu'on n'assistera pas au rush de la première fois. Il n'y aura pas cet enthousiasme parce que cette fois, il y a la conscience, je pense, à la fois dans les multinationales, dans les grandes entreprises occidentales et à l'intérieur de l'Iran, de l'État iranien, du fait que c'est un accord de court terme qui va dépendre de la durée de vie de l'administration américaine qui l'a signé. Donc on n'est plus dans une projection à long terme. Malheureusement, le temps de la diplomatie ou le temps de l'accord nucléaire ne correspond pas au temps du business, puisqu'un investissement dans l'énergie, c'est sur 10, 15 ans, et donc il n'y aura pas la possibilité de se projeter dans le long terme en tant qu'acteur économique privé européen. Par contre, il peut y avoir des opportunités en termes de commerce, notamment s'il y a une partie pétrolière à l'accord, et la France pourrait jouer le rôle de junior partner des États-Unis, ce qu'elle fait depuis le début sur ce dossier, en, par exemple, demandant à Total d'acheter un peu de pétrole à l'Iran, ou voilà, de reprendre notre relation commerciale avec l'autorisation des Américains, négociée au plus haut niveau. Voilà. Mais c'est vrai que l'accord n'est pas sûr cette fois parce que les attentes iraniennes sont plus faibles. Ils ont tout à fait conscience de tout ce que je viens de vous expliquer, du fait que les Européens, les secteurs privés européens dépendent des lois américaines et donc qu'il n'y a pas d'autonomie stratégique européenne, que ça n'existe pas. Donc il y a des discours officiels des États, mais qui ne correspondent pas à la réalité du cadre juridique commercial. Il y a un décalage, si vous voulez, entre le discours des diplomates et la réalité du potentiel en fait, juridique, du cadre juridique possible des investissements, puisque aucune entreprise ne va choisir le marché iranien contre le marché américain ou ne va renoncer au dollar. Et même si on prend l'exemple d'une PME, à l'époque de l'accord, il y avait deux banques qui travaillaient avec le marché iranien, c'était Delubac et Wormser Frères. Il y a quand même le risque pour une PME de perdre sa banque principale, qui pourrait lui reprocher d'avoir une opération financière avec l'Iran, avec une autre banque, et se voir privé en fait, de soutien financier de sa banque principale. Donc c'est un marché risqué pour tous les types d'entreprises. Alors ce que conseillent les collègues avocats, c'est de passer par le bitcoin sur le marché iranien. Donc c'est vraiment un marché particulier donc, pour les entreprises, même dans le cas d'un accord. Après, si une désescalade se construit, mon évaluation personnelle, mais c'est juste une opinion, je ne peux pas prédire l'avenir, je pense qu'il faudra une décennie, même dans le cas d'un apaisement, pour que les grandes entreprises retournent en Iran. Parce qu'il y a aussi le traumatisme des expériences de chaque entreprise qui ont investi beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour conquérir le marché iranien très récemment. Et ça s'est terminé quand même très rapidement. Donc il y a aussi la dimension individuelle de chaque histoire, et puis la dimension de l'histoire des entreprises aussi, qui ont une mémoire de ce qui s'est passé.
parce que c'est le deuxième retrait. Le premier retrait, c'était 2007-2008, mais ça, c'était sous l'égide du président Sarkozy. Et le deuxième retrait, c'était sous l'égide du président Trump, 2018-2019. Donc, on n'est pas sur une première expérience, on est sur une deuxième expérience. Malgré ces expériences dont tu parles et au-delà de la difficulté qu'on a à s'insérer sur le marché iranien, forcément, nous, en tant que BPI France, on a vent de sociétés qui s'intéressent à ce marché. Et donc toi, qu'est-ce que tu aurais à dire à une PME française ou même à un grand groupe qui s'intéresse, qui gravite autour de l'Iran et qui croit en son potentiel puisqu'il est là? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce qu'il peut espérer en termes d'opportunités business? Est-ce qu'on est sur du court terme, sur du long terme? Qu'est-ce que tu aurais à dire à une entreprise qui s'y intéresse? Alors, je pense que, bon, déjà, la plupart des entreprises sont quand même éloignées du marché iranien. Donc, il y a un mouvement de masse pour ne pas retourner. Aussi, Total a annoncé, par exemple, que même en cas d'accord sur le nucléaire, il ne reprendrait pas le projet de Sospars. Donc, je pense qu'on est plutôt sur une prise de distance pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le cadre juridique, le risque américain dont j'ai parlé, les lois extraterritoriales. La deuxième raison, c'est le risque réputationnel. C'est-à-dire que si vous allez sur le marché iranien, même Peugeot à l'époque cachait ses activités en Iran très largement sur leur site internet. Donc ce n'était pas quelque chose qu'ils diffusaient, ce n'est pas une information qu'ils valorisaient si vous voulez. Pourtant c'était des gros volumes. Donc ce risque réputationnel est d'autant plus grand qu'il y a une ONG américaine, United Against Nuclear Iran, qui produit une liste des entreprises françaises intéressées au marché iranien avec, si vous voulez, une veille pour ceux qui sont encore présents, ceux qui sont retirés avec les dates et de leur intérêt. Donc c'est une pression quand même assez importante qui existe et qui pèse sur tout groupe qui voudrait s'intéresser au marché iranien. Et la troisième raison, c'est les conditions locales. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se sont aperçues, au-delà de, si vous voulez, le rêve iranien, on pourrait appeler, parce que c'était vraiment un rêve, ou peut-être une illusion, ce rêve iranien en 2015-2016, je pense qu'il y a eu une méconnaissance de la situation locale du fait de la fermeture du pays pendant très longtemps. Et donc il y a la corruption, il y a l'Iran est classé 127e au classement Doing Business, et le PIB de l'Iran, c'est un marché qui est beaucoup moins intéressant, il a été divisé par 3 depuis 2017. Donc on est sur un PIB par habitant à $200. On était à $2000, pardon, 2300. On était un peu plus de 7000, 6000 il y a quelques années. Ça fait au niveau global, si vous voulez, 600 milliards de dollars, et maintenant on est à 200. Donc on a un appauvrissement du pays. Donc on a un marché qui est moins lucratif, avec moins de pétrodollars, du fait des sanctions américaines. Donc si vous voulez, l'intérêt du marché iranien dépend vraiment à la fois du contexte géopolitique, de la décision de l'administration Biden de permettre à l'Iran de s'enrichir à nouveau, ou pas. Donc c'est des facteurs externes que ne maîtrisent pas les compagnies. Donc il faut savoir que c'est un marché extrêmement fluctuant. Alors le potentiel pour les Français, on le connaît, parce qu'on était un partenaire très important de l'Iran. Je dirais l'aéronautique. Il y a des besoins considérables, mais ça Airbus est tout à fait conscient, parce qu'ils avaient déjà négocié un accord en 2016. Mais là aussi, il y a un pourcentage d'équipements américains dans l'Airbus qui nécessite l'autorisation de la Maison-Blanche pour un accord entre la France, entre l'Europe et l'Iran sur l'aéronautique, par exemple. Les Russes, par exemple, sur ce marché, parce que pour comparer, ont un projet de contrat dans l'aviation, mais ils sont en train de désaméricaniser leur avion. Parce que même pour les compagnies russes, elles ne pouvaient pas surmonter l'obstacle américain dans l'aéronautique. Donc là, c'est un marché incroyablement important. Il faut savoir que Téhéran, dans les années 70, c'était Dubaï aujourd'hui. Donc il y a un potentiel de hub vers l'Asie. On le connaît, ce potentiel, parce que l'Iran a existé avant la République islamique. Le deuxième élément, c'est l'automobile pour la France, puisque c'était Peugeot et Renault, c'était des marchés considérables, donc très importants. Après, il y a tout ce qui est la question de la transition énergétique, l'eau, l'assainissement de l'air, donc la pollution, le respect des normes, le transfert de technologie. Et ça, c'était perçu à l'époque de l'accord comme un secteur très porteur, très positif, parce qu'on pensait que pour lutter justement contre le risque réputationnel, on disait personne ne nous reprochera de travailler dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, c'est une cause universelle. Mais le régime iranien s'est retourné contre les activistes écologiques et ont utilisé aujourd'hui cette question de la transition écologique pour réprimer les mouvements en interne. Donc c'est devenu une question sécuritaire. Pourquoi ? Parce que ça menace les intérêts rentiers des gardiens de la révolution. Parce que l'appareil de sécurité en Iran, et ça c'était un des risques à l'époque, est aussi un acteur économique majeur. Donc du fait de ce rôle des gardiens de la révolution dans l'économie du pays, il y a le risque des sanctions, mais il y a aussi le risque de menacer leurs intérêts. C'est-à-dire, par exemple, dans la construction de barrages, dans l'automobile, ils vont peut-être prendre des parts avec les entreprises chinoises, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec les Européens, dans l'énergie. Donc ça, ce sont des obstacles
qui vont au-delà, si vous voulez, du simple risque d'avoir un actionnaire et de faire du due diligence. Vous menacez un modèle économique local. Donc c'est pour ça que l'enjeu des relations commerciales avec une entreprise européenne va au-delà d'une question commerciale entre une entité privée et une autre entité privée. Et il faut savoir aussi finalement que la majorité, le secteur privé réel n'existe pas. On appelle le semi-privé en Iran. Donc quasiment tout est étatique. Donc c'est éminemment politique. Parce que le choix de l'Iran d'investir sur les entreprises européennes, c'était pour justement faire baisser le niveau d'hostilité et contrecarrer les politiques, disons, sécuritaires des États européens. Donc il y avait aussi un jeu interne. Ils jouaient Bercy contre le Quai d'Orsay, Bercy contre le ministère des Armées. Donc vous voyez, donc il y a cette difficulté aussi de ne pas être instrumentalisé par l'Iran dans la relation bilatérale avec la France. Merci beaucoup Clément d'avoir répondu à ces 3 questions. Il nous reste 10 bonnes minutes pour une session questions-réponses et je pense qu'on en a. On a déjà une première là-bas. Bonjour, j'aimerais avoir votre point de vue sur 2 sujets. Le premier, c'est la relation schizophrène qu'on a un peu avec l'Iran concernant au Liban avec le Hezbollah et en Iran avec la normalisation des relations, sachant que le Hezbollah a été classé par les Américains parti terroriste et qui tient quand même l'État libanais. Pour y avoir vécu, je sais bien que c'est le cas. Et deuxièmement, les relations de l'Iran avec la Turquie dans la géopolitique locale, étant donné que la Turquie se veut le nouveau représentant un peu d'un sunnisme un peu modéré. Alors, pour la première question, je ne suis pas un représentant du Quai d'Orsay, donc je peux vous juste donner mon analyse. Alors, à mon avis, pour la France, la question du Hezbollah est à la fois une manière de se distinguer des États-Unis, donc montrer que la position française est singulière, donc on ne s'aligne pas sur les Américains. C'est très important pour la communication, les PR, comme on dit, la diplomatie publique, et notamment pour montrer la figure gaulo-mitterrandienne du président Macron. Mais en même temps, et là tout de suite une petite nuance, ça pose problème, je pense, en termes d'image pour la France, que ce soit l'Iran qui amène de l'essence au Liban aujourd'hui, parce que la France ne reconnaît pas le Hezbollah comme le représentant de l'État libanais. Donc à la fois maintenir un dialogue diplomatique, vous savez la fameuse phrase « on parle avec tout le monde », mais en même temps totalement aligné sur les Américains sur la question du rôle qui n'est pas positif que joue le Hezbollah au Liban, selon la perspective du Quai d'Orsay. Pour la question des relations avec la Turquie, c'est le grand problème de l'Iran aujourd'hui. On voit ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan. La défaite arménienne de 2020 est une défaite pour l'Iran. Et on voit à la fois le risque d'encerclement par l'appareil de sécurité israélien. Donc ça, pour l'Iran, c'est pour la République islamique, qui a fait de cette question israélienne l'identité du nouveau régime. Et ça pose terriblement problème dans nos relations avec l'Iran, bilatérales également, parce que nous sommes l'allié d'Israël. Donc là, il y a une vraie perception de la menace, d'où les exercices militaires qui sont une revanche par rapport à la défaite de 2020. Et on voit aussi avec la Turquie cette capacité, si vous voulez, à gérer le niveau de tension, puisque sur le plan économique, la Turquie est un des partenaires très importants de l'Iran. Et la Turquie sert de plateforme pour contourner les sanctions américaines. Et donc il y a les deux. Et il y a cette rivalité en Irak, en Afghanistan, on l'a vu avec l'aéroport de Kaboul, et la volonté turque aussi de présenter son rôle vis-à-vis de l'administration Biden comme un moyen de contenir l'Iran. Donc il y a un jeu, si vous voulez, otanien de la Turquie contre la République islamique qui se joue dans la relation entre la Turquie et les États-Unis. Donc il y a une vraie crainte, je pense, du côté iranien et une vraie montée des tensions. Mais on n'est ni dans une rupture imminente, ni dans une guerre imminente entre l'Iran et la Turquie. Je pense qu'il y a une capacité à compartimenter les dossiers, comme on l'a vu avec Astana, par exemple, le dialogue sur la Syrie, où il y a un désaccord, mais où l'Iran, la Turquie et la Russie préfèrent gérer leurs désaccords entre eux plutôt que de faire participer l'Occident aux négociations diplomatiques pour l'avenir de la région. Donc ils ont une capacité pour l'instant. Le ministre iranien est à Moscou hier. Donc à la fois, ils ont parlé de la question d'Azerbaïdjan et de la question nucléaire, puisque la Russie joue aussi ce rôle d'intermédiaire que le président Macron joue sur le dossier nucléaire iranien. Bonjour Clément. J'avais une question sur... on voit qu'un dialogue avait été engagé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, notamment à Bagdad. Là, c'est plutôt confirmé.
comment est-ce qu'on peut analyser ce rapprochement, cette ouverture? C'est une réelle ouverture ou c'est simplement le fait qu'on est prudent dans un contexte où on sent que les Américains sont moyennement fiables, etc. Et aussi, quel est le point de vue des Émiriens sur ce dossier iranien? C'est une grande question, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, il y a plusieurs dimensions. D'abord, le côté iranien. Alors, l'Iran, pourquoi investit autant d'énergie diplomatique dans cette relation avec l'Arabie Saoudite? Parce que du point de vue de la République islamique, l'Arabie Saoudite est la leader du Conseil de coopération du Golfe. Et si la République islamique parvient à obtenir un rétablissement des relations diplomatiques avec Riyad, tous les autres pays, du point de vue de Téhéran, suivront. Parce que Riyad est perçu comme le leader, donc il faut investir beaucoup d'énergie et faire beaucoup de communication. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment le côté iranien qui diffuse toutes ces informations sur les avancées du dialogue, etc. Donc il y a vraiment une communication politique qui est trop forte, si vous voulez, pour être sincère. Alors côté saoudien, là l'idée c'est au contraire de présenter une nouvelle posture par rapport à l'administration Biden qui met la pression sur la question du Yémen. Donc il faut montrer que la faute dans l'incapacité à régler la question du Yémen incombe à l'Iran, pour montrer que l'Iran n'accepte rien dans les négociations et que ce sont simplement des négociations de façade. Donc il y a aussi cette idée, finalement, que si on négocie avec l'Iran, on va éviter peut-être des tirs de missiles outils, on va avoir une baisse de la tension militaire pendant la durée des négociations. Donc il y aura un intérêt de l'Iran à créer un contexte favorable à la négociation pour faciliter, du point de vue saoudien, cette désescalade militaire. Donc priorité saoudienne, le Yémen, priorité iranienne, se rapprocher des voisins, parce que c'est la stratégie de la nouvelle administration Raïssi, donc c'est plus du tout l'Europe, ça c'était l'administration précédente, c'est les voisins, donc l'Arabie Saoudite a une influence très forte sur les voisins, la Russie, la Chine. Donc, et une exception dans cette relation, c'est la question pétrolière, puisque les ministres du pétrole, Zangané, qui a quitté l'administration Rouhani, étaient très amis avec le ministre saoudien, donc il n'y a pas de problème à l'OPEP. Donc les Émiriens avaient au contraire connu des tensions sur la question pétrolière avec les Saoudiens. Alors qu'avec l'Iran, le pétrole est à part dans la relation, même quand il n'y a pas de relation diplomatique, la relation pétrolière continue et est exceptionnelle dans tous les sens du terme. Elle ne subit pas les aléas de la géopolitique. Pour les Émirats, je pense que les Émirats sont un peu en pointe, c'est-à-dire qu'ils ont devancé cette position saoudienne. On a vu déjà les Émirats se rapprocher du fait de l'existence de Dubaï, qui est un des premiers partenaires commerciaux de l'Iran dans la zone, a toujours eu une double position. Mais c'est vrai qu'il y a après les attaques contre Aramco à l'automne 2019, il y a eu cette idée que le parapluie américain ne fonctionnait pas, donc il fallait un apaisement avec la République islamique. Donc ça, c'est un produit positif, on pourrait dire, de la politique de Trump. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez vous avez cité tout à l'heure la position de la France au niveau de l'industrie automobile en Iran. C'est vrai qu'on a une position archi-dominante qui aujourd'hui, si on regarde les rues de Téhéran, a été complètement remplacée par les Chinois. Quel est votre point de vue sur l'évolution de la position de la France, sur ces Chinois qui ont complètement envahi le marché en l'absence des Français, surtout depuis le deuxième départ? Et puis aussi, plus généralement, est-ce que vous pensez qu'il y a un dénouement possible sans que finalement les États-Unis se servent d'abord en disant on ouvrira les portes quand on aura pris les principaux marchés et les autres pourront suivre derrière? C'est un peu le sentiment que j'ai eu avant le deuxième départ, quand il y a eu l'ouverture où la France est arrivée, comme vous avez dit, de façon un peu frénétique. Et ça faisait partie pour moi aussi des choses qui ont un peu bloqué un peu les discussions derrière. Alors, tant que la République islamique est en place, je dirais que la perception française d'un risque imminent de pénétration américaine du marché américain fait partie de ce que j'appelle le complexe Charles de Gaulle. L'idée qu'on est si important que les Américains voudraient nous prendre des marchés, puisque vous savez, par exemple, Cuba et l'Iran sont des marchés importants pour la France dans l'automobile grâce aux Américains, grâce aux sanctions américaines. Donc on doit quand même remercier les Américains d'avoir fermé le marché et de nous avoir permis de nous trouver une niche d'exportation. Donc je pense que du point de vue français, j'ai beaucoup entendu ça.
des rencontres secrètes entre des entreprises américaines. Il y avait dans l'opinion, je me rappelle, des fuites, etc. J'y ai jamais cru personnellement, parce que j'ai travaillé avec les anglo-saxons. Si vous regardez d'ailleurs les Anglais, les grandes entreprises britanniques comme BP par exemple, n'ont pas signé de contrat dans le pétrole. Ils étaient très étonnés. Moi à l'époque je travaillais pour un think tank britannique. Ils ne comprenaient pas pourquoi Total signait un accord avec l'Iran. Pour eux ce n'était pas un marché stable. Donc je pense qu'il y a une surinterprétation française du risque américain où l'embargo serait beaucoup plus fort vis-à-vis des entités européennes que vis-à-vis des entreprises américaines qui feraient du commerce avec l'Iran, ce qui n'est pas totalement faux, mais c'est marginal, je dirais. Je pense que pour les anglo-saxons, tant que ce régime est en place, le marché iranien est fermé. Il faut un changement de régime pour que le commerce se développe. Et je pense que le président Rouhani a compris ça quand il est parti. Il a dit de toute façon un accord sur le nucléaire ne suffit pas. Il faut des conditions politiques qui permettent la reprise des investissements. Et donc il faut ce qu'on appelle à Paris le nucléaire élargi. C'est du bon sens. Je veux dire, aucune entreprise ne va revenir en Iran investir des milliards s'il n'y a pas un contexte sécurisé pour plusieurs années. Donc la compétition américaine, certes, peut jouer un rôle de lobby à Washington, etc. Mais je pense que, vu le fait que les Américains ont quitté le marché iranien depuis 1979, les échanges commerciaux sont minimes. C'est des cigarettes, c'est vraiment... John McCain disait on envoie des cigarettes à l'Iran pour tuer les Iraniens. Donc c'est vraiment des échanges commerciaux, franchement, qui sont négligeables. Donc non, je pense que c'est un fantasme français. Il y avait les gens qui veulent faire un peu de commerce avec l'Iran, il y a un problème de paiement qui était évident. Il y avait une initiative qui avait été lancée, Instex. Elle est morte, elle a une chance de démarrer un jour. J'en ai pas parlé, vous avez remarqué. Donc, non, mais j'en ai pas parlé tout simplement parce qu'il n'y a eu qu'une transaction. Et puis c'est une faillite diplomatique européenne, donc il ne faut pas trop insister, on est à Paris quand même. Donc, si vous voulez, ça a été survendu. Instex, alors il y a plusieurs raisons. Je vais quand même analyser l'échec. C'est le début de quelque chose. Bon, certes, le début de quelque chose, la fin des empires, la fin du dollar, peut-être on ne le verra pas de notre vivant. Donc à l'échelle du business, c'est le début de quelque chose peut-être pour la grandeur de la France dans 2-3 siècles. Mais je pense que la monnaie américaine va dominer pour longtemps. Donc c'est un problème d'acceptation des réalités commerciales pour les acteurs bureaucratiques français, étatiques et européens, je dirais. Alors Instex a échoué parce que il était limité au commerce humanitaire, donc c'est pas du tout ce qu'attendait la partie iranienne. Donc il faut dire, en partie c'est pas la faute des Européens, c'est parce que l'Iran n'avait pas intérêt à donner un succès aux Européens, alors qu'il s'est aligné sur les Américains sans le dire. Donc ça c'était côté iranien pour prouver, si vous voulez, que leur narratif est juste par rapport au narratif, si vous voulez, du génie européen qui a maintenu une position diplomatique et intelligente pendant l'administration Trump sans rien faire sur le plan pratique. Donc ils voulaient prouver leur point et du coup il y a eu une seule transaction qui a été autorisée côté iranien. Ensuite il y a le point de vue de l'acteur privé qui ne va jamais utiliser Instex parce qu'il peut être menacé par les États-Unis pour d'autres raisons. Donc il faut savoir, comme je vous l'ai dit, il y a United Against Nuclear Iran qui suit toutes les transactions. Et puis les entreprises françaises ont été convoquées aussi à l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc je pense que c'est très clair, cette extraterritorialité des lois américaines s'applique à Instex. C'est-à-dire la transaction a été autorisée par les Américains. Voilà. Et donc il n'y a pas, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'accord sur le nucléaire, une validation par les États-Unis d'un nouveau cadre juridique, Instex, j'appelais ça une idée bureaucratique. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de tentative des Européens pour casser cette extraterritorialité des Américains? Parce que je pense qu'il y a une confiance dans le dollar, une confiance dans le système américain. Et personne ne veut être placé sous la tutelle chinoise, russe. Si vous voulez, les alternatives à la tutelle américaine effraient, je pense, le monde des affaires. Je pense qu'il y a une confiance dans le rule of law, le système juridique anglo-saxon. Et je ne pense pas que, parce que certains hommes politiques auraient des idées de grandeur, ça aura un effet sur le monde des affaires. Et le problème du dossier iranien, c'est qu'il y a un mélange des intérêts, des niveaux. Vous avez vu, j'ai commencé par parler du dossier iranien comme élément pour la stature mondiale de la France. Sarkozy voulait réconcilier George Bush et Ahmadinejad. Donc c'est quand même des ambitions qui sont grandes. Donc quand on ne peut pas protéger les échanges commerciaux bilatéraux, si vous voulez, l'écart entre l'ambition et la réalité de la relation est immense. Et ça pose un problème d'image. Pourquoi ils ne vont pas s'opposer plus aux États-Unis? C'est tout simplement parce que personne ne va choisir la République islamique contre les États-Unis. En tout cas, pas sur ce dossier-là.
peut-être sur d'autres marchés, mais le marché iranien est tellement toxique, si vous voulez, pour un occidental, à cause d'Israël, à cause du risque réputationnel, à cause des conditions locales, et au fait que la relation politique est mauvaise aussi entre la France et l'Iran depuis 1979. Donc, il y a pas, personne ne va aller au combat, si vous voulez, avec le régime politique de la République islamique. S'il y a un changement de régime en Iran, un retour du Shah d'Iran ou une monarchie, si vous voulez, favorable aux intérêts occidentaux, pourquoi pas? Là, on pourrait, en partenariat avec les Américains, mais je crois que les liens de dépendance sont tellement forts que ça serait aller contre nos intérêts de choisir l'Iran. Et d'ailleurs, au MEDEF, c'est ce qui a été dit par le représentant du Quai d'Orsay lors de la dernière réunion, choisissez le marché iranien si vous aimez tellement l'Iran. Voilà. Et personne n'a choisi le marché iranien à ma connaissance. Le changement, c'est parce que le président ne décide pas vraiment dans le système iranien, c'est le guide qui décide. Donc c'est une question de régime politique. C'est une péripétie. J'ai dit ici, changement de priorité, c'est-à-dire pays de la région, Russie, Chine. Alors qu'avant, c'était l'Europe la priorité de Rouhani. On va prendre une dernière question. Vous avez parlé d'une veille par rapport aux investissements qu'il peut y avoir sur le marché iranien. Après, on parle d'une certaine catégorie, d'une certaine taille de société. Je pense, par rapport à cette veille-là, où c'est toute forme de société qui investit sur l'Iran. Non, mais les petites PME ont des difficultés, je l'ai dit déjà, pour avoir une relation bancaire, pour connaître le marché, parce que c'est un marché difficile, qui est différent. Après, si on travaille via Dubaï ou via Bahreïn, différentes sociétés du Golfe, il y a des montages aujourd'hui financiers qui sont faits et on peut potentiellement... Alors, il faut aller dans le domaine humanitaire, dans ce qui est permis par les règles juridiques internationales. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions, par exemple le commerce des armements, il y a un embargo européen sur les entreprises de défense, qui est un élément quand même de la diplomatie économique de la France, important. Donc sur beaucoup de domaines, vous allez tomber sur ce qu'on appelle les technologies dual use, double usage, et donc il y aura beaucoup de réglementations qui sont à étudier. Ce n'est pas un marché comme les autres. Après, sur l'agroalimentaire, Carrefour a bien réussi, via Hyperstar, sa filiale. Donc ça, c'est un exemple de succès. Je vais quand même finir sur une note positive. Mais c'est parce que ce n'est pas l'entreprise Carrefour identifiée en Europe qui travaille en Iran. Donc après, oui, on peut passer par des filiales en Turquie, en Chine, des banques russes. Mais ça devient quand même un marché un peu particulier. En tout cas, ce n'est pas ce que les entreprises occidentales ont l'habitude de faire. Il faut passer par des rivaux systémiques de l'Occident. Nous arrivons à la fin de notre session. Clément, merci infiniment pour ta présentation et pour avoir répondu à nos questions. Et puis, c'est la fin de cette session. Merci à tous.